Miss Evangeline Sabrina Whiterman ne put en croire ses yeux quand elle regarda par la fenêtre de sa chambre à coucher et vit la soucoupe volante qui décrivait un cercle, virait légèrement sur la gauche, puis se posait comme une fleur au milieu de la plate-bande de sa pelouse, sans même demander la permission. Ah ben ça alors, au bon milieu de mes fleurs. Ils sont complètement perdus, sans aucun doute. Miss Evangeline n'attendit pas le débarquement des petits hommes verts. Le temps manquait. Il fallait tout de suite prévenir la police. C'était urgent, très urgent. Voyons, peut-être même la ville entière était-elle envahie, ou même toute la planète. Elle fila au rez-de-chaussée, prit le téléphone dans le vestibule, forma le numéro du commissariat de police et attendit la sonnerie. Comme rien ne se déclenchait au bout de 2 minutes, elle se souvint. On avait coupé sa ligne pour non-paiement. Mon Dieu! Elle courut au garage, derrière son antique demeure qui datait des années 1800 et qui aurait dû être classée monument historique, et monta dans la vénérable Packard que son père lui avait laissée avant de mourir. Miss Evangeline Whiterman monta d'un pas ferme l'escalier du commissariat et pénétra dans l'immeuble. Des soucoupes volantes. Un lundi. C'était vraiment pas une façon de commencer la semaine. « Ah, bonjour, Miss Evangeline !» dit l'agent Carson. « Belle journée, n'est-ce pas ?» Miss Evangeline lui adressa un hochement de tête poli et demanda à voir immédiatement le sergent McReynolds. Miss Evangeline suivit le couloir jusqu'au bureau du sergent McReynolds. À son entrée dans le bureau, McReynolds leva les yeux et soupira en la voyant. « Ah, bonjour, Miss Evangeline. » « Bonjour à vous, sergent. Je viens signaler une soucoupe volante. » « Allons bon, là autre chose. » « Oui, elle a atterri sur ma pelouse à 3h09 très exactement cet après-midi. Voulez-vous envoyer tout de suite une voiture de police ou ce que l'on envoie dans pareil cas? » « Eh ben, je vais envoyer l'agent Carson enquêter immédiatement. Au revoir, Miss Evangeline. » Au lieu d'aller chez elle pour se retrouver en présence de l'étrange témoignage d'invasion interplanétaire planté sur sa pelouse, Miss Evangeline se dirigea en voiture vers la promenade des Mûriers, promenade qui longeait la rivière, afin d'y passer l'après-midi. Elle s'assit sur un banc à l'ombre de son orme favori et surveilla la rivière, mais le monstre de la promenade des Mûriers ne se montra pas. Elle l'avait déjà aperçu 2 fois. La première, elle avait appelé les gens qui étaient près d'elle tout en le montrant du doigt, mais ils n'avaient pas réussi à le voir. Le monstre était très intelligent et il avait été trop vif pour eux. Mais elle l'avait bien vu, elle. Elle se promit de dire au sergent McReynolds d'apporter des grenades sous-marines. Les jours du monstre étaient comptés, pensa-t-elle avec une satisfaction sardonique, en jetant un coup d'œil serein sur la promenade. Voyons. Mais que faisait cet homme là-bas près de l'érable rouge? Il épinglait un papier sur l'arbre. Voilà ce qu'il faisait. Miss Evangeline se leva et se précipita vers lui. « Oh, c'est vous, Miss Evangeline. »« Bonjour, Monsieur Michelson. Qu'est-ce que c'est? Un message pour quelqu'un? » »« Ah, c'est une annonce offrant une récompense à qui ramènera Mitzi, notre petit caniche. Elle a été volée ici même hier après-midi. J'offre une récompense de $250. » Oh, c'est une très grosse somme, Monsieur Michelson. Oui, mais depuis que nous avons perdu Mitzi, notre petit-fils, dont nous avons la garde, ne cesse de pleurer. Alors, voyez-vous, l'argent ne compte pas. J'espère que vous retrouverez la pauvre Mitzi, Monsieur Michelson, dit Miss Evangeline, en retournant vers son observatoire, je veux dire, vers son banc. Elle se rassit, puis ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, le soleil avait disparu, il y avait des étoiles dans le ciel. Comment? Elle s'était endormie. Et M. Michelson était toujours près de l'érable, comme s'il ne s'était pas écoulé de temps. Elle le vit ôter la fichette de l'arbre, tandis qu'elle se mettait debout.
Elle avait presque atteint la sortie de la promenade quand M. Michelson arriva à sa hauteur. « Vous étiez en train d'enlever l'affiche. Vous avez dû retrouver Mitzi, M. Michelson. » Non, pas encore, Miss Evangeline, mais un homme a téléphoné pour dire qu'il était disposé à me rencontrer et à me rendre à midi si je ne lui posais pas de questions. Je lui ai affirmé que je ne lui poserais pas de questions et je vais le rejoindre maintenant. Vous auriez dû téléphoner au sergent McReynolds, M. Michelson. Voyez-vous, valer un chien est un acte délictueux. Remarquez, non, ça n'aurait probablement servi à rien que vous lui téléphoniez. Voyez-vous, je lui ai signalé un tremblement de terre sous ma maison la semaine dernière, et il m'a dit que j'avais rêvé. Une fois dans sa vieille Packard, Miss Evangeline mit du temps à trouver la clé de contact, mais elle finit par la dénicher tout au fond de son sac à ouvrage. Elle démarra, et en remontant la grande rue, elle aperçut M. Michelson et un autre homme dans une rue déserte. Mais où était donc Mitzi? Soudain, elle vit M. Michelson lever le bras sans réussir à se protéger des coups que l'autre lui assénait. Elle arrêta sa voiture au milieu de la rue au moment où M. Michelson tombait sur le pavé et que l'autre s'agenouillait près de lui et se mettait à fouiller dans ses poches. Miss Evangeline, n'écoutant que son courage, se précipita vers l'endroit où gisait M. Michelson et elle entra en collision avec l'assaillant qui fuyait le lieu de son forfait. Le visage pâle de l'individu, sa fine moustache et la méchanceté de son regard s'imprimèrent d'une façon indélébile dans le cerveau de Miss Evangeline. Quand elle fut remise de la collision, elle se hâta vers l'endroit où gisait M. Michelson. L'homme lui avait volé son portefeuille avec tout l'argent de la récompense. Miss Evangeline décida d'aller in petto relater elle-même l'incident au sergent McReynolds, mais plus tard, en arrivant chez elle, après avoir déposé M. Michelson, elle réfléchit que cela ne servirait à rien, parce que la soucoupe volante était toujours au beau milieu de sa plate-bande, jetant des lueurs vertes sous la clarté de la lune. Donc, l'agent Carson n'avait pas fait le nécessaire pour l'enlever. Décidément, mon Dieu, décidément, on ne pouvait pas compter sur la police. Le lendemain après-midi, Miss Evangeline s'assit près des bosquets de mûriers sur la promenade, se confondant pratiquement avec eux. C'était intentionnel. En effet, le monstre pouvait apparaître à tout moment et elle ne voulait pas qu'il la repère avant qu'elle ait eu une chance de donner l'alarme. Tout en surveillant la rivière, Miss Evangeline inspectait la promenade avec, sans trop savoir pourquoi, une certaine inquiétude. Ce vieil homme là-bas, en train de donner à manger aux pigeons. Ah oui, ça devait être Joe Carlotto, un retraité de la sécurité sociale. Il y avait 2 dames, presque aussi âgées qu'elle, qui déambulaient sur la promenade au bord de la rivière. Il y avait les inévitables enfants. Partout, les nounous avec leurs landaux. Mais qui diable était celle-ci en uniforme blanc, avec des cheveux décolorés? Si décolorée qu'on aurait dit une girl échappée d'une boîte de nuit de dernier ordre. La jeune femme, car elle ne pouvait pas avoir plus de 25 ans, était assise sur un banc voisin, le landau dont elle était chargée arrêté près d'elle. Mais voyons, qui était-elle? Miss Evangeline ne la connaissait pas. Ne trouvant pas de réponse à la question, Miss Evangeline soupira, ferma les yeux et somnola dans les chaudes éclaboussures de soleil qui filtraient à travers les feuilles. Quand elle se réveilla, quelque chose clochait. Elle le sentait. Les enfants étaient là, tout allait bien, tous les chiens se promenaient en sécurité au bout de leur laisse, la demeure du maire était toujours là, face à la promenade. Alors quoi? Voilà, elle a trouvé. Ce quelque chose qui ne va pas, c'est l'homme assis près de la jeune nurse. Tous deux parlaient en chuchotant avec animation.
La jeune femme ne semblait pas prêter attention à la fine moustache et à la méchanceté dans le regard de l'homme, mais Miss Évangeline, elle, y fut très sensible. Elle s'efforça de réfléchir avec calme. Que devait-elle faire? D'abord, ne pas crier. Une dame ne crie pas. Avant qu'elle ait pris une décision, les événements se mirent en marche. L'homme se leva et s'en alla, mais pas très loin. Il musarda près de la camionnette du marchand de glace. La jeune femme lui fit un clin d'œil, ferma les paupières et s'endormit. L'individu revint vers elle, mais au lieu de la réveiller, comme Miss Évangeline s'y attendait, l'homme s'éloigna avec le landau. En quelques secondes, il avait disparu. La jeune femme fit mine de se réveiller, puis hurla. Son hurlement était 2 fois plus fort que la sirène des pompiers de la ville. Toutes les activités cessèrent sur la promenade. Chacun regarda, puis accourut près de la jeune femme. « Le bébé! Quelqu'un a volé le bébé! Au secours! Police! Police !» Miss Évangeline, avec un calme glacial et une détermination inébranlable, se leva de son banc et se dirigea vers la jeune femme. « Là, calmez-vous, mon petit, calmez-vous, ne pleurez plus. Venez, je vais vous conduire chez les parents du bébé. Comment s'appellent-ils, les parents du bébé? Monsieur et Madame Emory » sanglota la nurse. Dans le living room des Emory, les parents du bébé kidnappé, Madame Emory avait une crise de nerfs. Miss Évangeline avait demandé par téléphone un médecin qui arriva et fit une piqûre à Madame Emory. L'agent Carson vint sur l'appel urgent de Miss Évangeline. « Nous avons fait une enquête, dit-il. On a retrouvé le landau du bébé plus loin sur la promenade, mais malheureusement, il était vide. » Madame Emory réclamait son mari à grands cris. On avait déjà téléphoné au bureau de Monsieur Emory en lui demandant de rentrer chez lui immédiatement. Miss Évangeline écoutait les réponses que faisait la jeune nurse aux questions de l'agent Carson. Son nom était Polly Loring. Oui, elle avait des références. Est-ce que Madame Emory les avait vérifiées avant de l'engager? Non, Madame Emory n'avait pas vérifié, étant pressée d'avoir quelqu'un pour l'aider à s'occuper du bébé. Monsieur Emory arriva une demi-heure après. L'agent Carson le questionna. Monsieur Emory, bouleversé, ne put fournir aucun renseignement intéressant. Personne ne demanda quoi que ce soit à Miss Évangeline. Aussi, elle partit. 20 minutes plus tard, elle suivait la voiture de l'agent Carson à une distance judicieuse, et quand il escorta Polly Loring à l'intérieur du commissariat, Miss Évangeline se gara en face de l'immeuble et attendit. La jeune nurse ressortit au bout d'une demi-heure. Elle remonta la rue d'un air désinvolte et tourna le coin. Miss Évangeline la suivit en voiture en se tenant hors de vue. La jeune femme entra à l'hôtel des armes de la reine. Miss Évangeline gara sa voiture et pénétra à grands pas dans le vestibule. Elle alla vers le bureau. « Bonjour, monsieur. Je suis Miss Évangeline Whiterman. » « Comment ça va, Miss? Qu'est-ce qui vous amène? » « Il y a eu un kidnapping cet après-midi sur la promenade des Mûriers et... »« Oh, oui, Miss, tout le monde en parle déjà en ville. »« La bonne d'enfants, Miss Polly Loring, habite ici, je crois. »« Effectivement, chambre 190. » Miss Évangeline se dirigea vers l'ascenseur et monta à la chambre 190. Elle frappa fermement à la porte. « Qui êtes-vous? » demanda Polly Loring. « Ma chère, j'étais sur la promenade cet après-midi quand le bébé Emory a été kidnappé. Vous ne vous souvenez pas de moi. Je vous ai aidé. »« Ah oui, bien sûr, je vous reconnais maintenant, madame. Mais écoutez, j'ai un mal de tête terrible. J'ai vu l'homme qui a pris l'enfant, mon petit. »« Vous l'avez vu, madame? »« Oui, mon petit. Il avait une moustache assez miteuse. Il portait un pantalon marron et un sweater écossais. Puis-je entrer, ma chère? Je voudrais vous parler un moment, si c'est possible. » À contre-cœur, Polly Loring s'écarta, tandis que Miss Évangeline poussait la porte et entrait dans la chambre. Elle s'assit sur le seul fauteuil de la pièce et dit à Polly Loring qu'elle était effrayée au point d'en perdre la tête. Elle lui parla de la soucoupe volante et du monstre de la promenade des Mûriers.
Et maintenant, ce kidnapping. J'ai terriblement peur pour mes économies. Vos économies, madame? Oui, j'ai en effet pas moins de 50 000 $, précisa Miss Évangeline, quelque peu choquée quand même par l'énormité de son mensonge. Peut-être devrais-je les déposer dans une banque? Parce que vous gardez ça chez vous, madame? Oui, je n'ai pas confiance dans les banques. J'ai jamais eu confiance dans les banques. Voyons, la raison pour laquelle je suis venu, mon petit, c'est que je voulais vous demander si, par hasard, vous aviez reconnu l'homme qui a kidnappé le bébé, d'après le signalement que je viens de vous donner. Si vous voyez qui c'est, cela simplifierait beaucoup les choses pour les policiers, n'est-ce pas? Moi, ils ne m'écouteraient pas, je le crains. Mais si vous y alliez, si vous pouviez l'identifier... Non, madame, je vois pas du tout qui c'est, l'homme dont vous me parlez, là. Eh bien, c'est dommage, mon petit. C'est dommage. Non, eh bien, écoutez, il faut que je m'en aille. Bonsoir. Miss Évangeline avait déjà presque un pied dans le couloir quand elle entendit le chien aboyer dans la chambre de Polly. Celle-ci essayait bien de fermer la porte, mais Miss Évangeline ne bougea pas. « C'est votre caniche? » « Oui, madame. Oui, je la garde enfermée dans la salle de bain. C'est une bête qui est pas propre, voyez. Elle m'a été donnée en cadeau par un type que je connais. » « Ah, c'est cela, oui. Eh bien, bonsoir, ma chère. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. » Miss Évangeline sortit dans le couloir et, satisfaite de sa démarche, se dirigea vers l'ascenseur. Bon, elle savait où était Mitzi, mais où se trouvait le bébé Emory? Dans la salle de bain, lui aussi? Elle n'avait pas le temps de spéculer davantage. Il fallait qu'elle se hâte de rentrer chez elle. Elle attendait des hôtes plus tard dans la soirée. Ce soir-là, à 23 heures, Miss Évangeline éteignit toutes les lumières de la maison, mit un châle sur ses épaules et sortit sur la véranda. Elle ferma la porte à clé, se dirigea vers la Paccard, y monta et s'éloigna dans la nuit. Elle gara la Paccard à une rude distance et revint en longeant les haies qui poussaient sur les pelouses des maisons en face de la sienne. À 23h30, les hôtes qu'elle attendait arrivèrent. Ils se glissèrent comme des ombres sur la pelouse et dans la véranda, où ils essayèrent la porte d'entrée qu'ils trouvèrent fermée à clé. L'homme ouvrit une fenêtre, la femme grimpa à l'intérieur, il la suivit. Miss Évangeline traversa vivement la rue et contourna la maison. Elle souleva les châssis inclinés de la cave et descendit l'escalier qui menait à la chaufferie. Elle entendait aller et venir bruyamment au-dessus. Elle monta silencieusement les marches conduisant à la cuisine et ouvrit la porte avec précaution. Ses visiteurs étaient toujours dans le living room. Miss Évangeline voyait les faisceaux de leurs torches aller et venir sur le parquet le long des murs. « J'ai regardé en haut, » chuchota Polly. « Elle n'est pas dans la maison. Regarde, Jack, le voilà. » L'homme jura à mi-voix, les yeux fixés sur le coffre-fort mural. « Il va falloir qu'on démolisse le mur pour atteindre le magot. » Miss Évangeline espérait bien qu'il ne ferait pas ça. La facture des réparations serait affolante. Polly dirigeait la lumière de sa torche sur le coffre-fort mural. L'homme manipulait le cadran sans succès. Soudain, Polly s'écria « Jack, attention, le mur tombe !» En effet, comme mue par un mécanisme secret, la cheminée avait pivoté sur elle-même, libérant l'entrée d'une pièce secrète. Braquant la torche à l'intérieur de la chambre secrète, ils entrèrent et aperçurent tout au fond un tas de billets de banque empilés dans un coin sombre. Alors Miss Évangeline s'élança en trottinant comme une souris dans le living room obscur, esquivant habilement les meubles. « Cet argent ne vaut plus rien, mes pauvres amis !» s'écria-t-elle joyeusement. « C'est de l'argent des confédérés !» Puis elle actionna le mécanisme secret et la cheminée se rabattit et reprit sa place. Les cris étouffés et les coups derrière le mur
lui procurèrent un vif sentiment de satisfaction. Le lendemain, elle était assise dans son fauteuil à bascule sur la véranda et attendait qu'on vienne la chercher. Tout cela avait été passionnant. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, après que les policiers furent revenus avec elle à la maison, puis eurent extrait Polly et Jack de la chambre secrète derrière la cheminée. Cette chambre, qui avait servi autrefois à cacher des esclaves en fuite, quand la maison, qui appartenait depuis des années à la famille de Miss Evangeline, était un relais du réseau d'évasion. Le sergent Mac Reynolds lui offrit son bras et la conduisit en voiture chez monsieur le maire. « Je tenais beaucoup à vous rencontrer, Miss Evangeline, » déclara monsieur le maire après lui avoir baisé la main. « Grâce à votre présence d'esprit, le bébé Emory est de retour sain et sauf chez ses parents. Ils l'ont trouvé, comme vous le savez, dormant à poing fermé dans la chambre de cet homme abominable, à l'hôtel des armes de la reine. » Monsieur le maire, est-ce que Monsieur Michelson et son petit-fils ont récupéré Mitzi? Oui, Mitzi également. Vous êtes une femme remarquable, Miss Evangeline. Miss Evangeline but délicatement son thé et le trouva délicieux. D'autant plus délicieux que monsieur le maire lui annonça qu'en plus de la prime de 5 000 $ offerte par monsieur et madame Emory, la municipalité avait décrété que Miss Evangeline Whiterman serait désormais exemptée d'impôts et qu'à l'avenir, ses factures d'électricité et de téléphone seraient prises en charge par le conseil municipal. Ainsi, Miss Evangeline pourrait à tout moment, sans se déranger, prévenir les autorités dès qu'une soucoupe volante se permettrait d'atterrir sur sa pelouse. L'ascenseur silencieux descendit à toute vitesse au dernier sous-sol du bloc isolement, au-dessous du bâtiment principal du laboratoire biologique gouvernemental. La porte s'ouvrit et le professeur Samuel Aronson se hâta le long d'un couloir vers son bureau, où l'attendait Peter Lewis, son assistant. « Il semble qu'il y ait eu un incident terrible, professeur, » dit Lewis au moment où Aronson pénétrait dans la pièce. Du gaz s'est échappé et la pression s'est trouvée assez forte pour rompre l'obturation. La culture microbienne a été exposée. Je suppose que vous avez établi de strictes mesures de quarantaine, Lewis. Bien sûr, professeur. Ça n'est qu'après avoir vu la culture microbienne déborder en bouillonnant le long des parois du tube à essai que nous avons compris que l'obturation s'était rompue. On ne peut pas dire depuis quand le gaz a suinté. Allons voir, Lewis, allons voir. Le professeur Aronson avait été chargé par le gouvernement d'expérimenter le flot sans cesse croissant d'échantillons prélevés sur Vénus et sur Mars. Dans 4 ou 5 ans, Aronson aurait l'opportunité d'expérimenter des échantillons de la planète Jupiter. En effet, la première expédition pour Jupiter était supposée partir dans moins de 2 semaines. Mais à présent, il y avait ce grave problème de culture microbienne exposée, d'où l'émission de bactéries étrangères dans l'atmosphère terrestre, situation d'où surgissait la possibilité effrayante qu'il n'y aurait peut-être plus aucune vie humaine sur Terre d'ici 4 ou 5 ans. Le professeur Aronson considérait le docteur Peter Lewis comme l'un des meilleurs assistants qu'il ait jamais eu. Cet homme, au regard froid, était un modèle d'efficacité peu enclin à la panique. Donc, si Lewis s'effrayait, on le devait sûrement aux analyses préliminaires de cette culture errante. Il ne restait plus qu'à entendre la totalité du récit, songea Aronson avec pessimisme. Ils avaient atteint l'extrémité du couloir.
Les deux hommes endossèrent de légers vêtements d'isolation en plastique pour pénétrer ensuite dans le laboratoire. Lewis s'approcha d'un des immenses casiers qui tapissaient les murs de la salle et saisit un petit tube. La solution à l'intérieur du tube était d'un brun boueux, telle la couleur du sang séché. Par contre, là où la culture avait été exposée à l'air, une croûte vert sombre s'était formée. Aronson arracha le tube des mains de Lewis et étudia les petites séries de chiffres qu'on avait gravées sur le verre. « Vénus ?» ?»« Oui, professeur. »« De quel secteur provient-elle ?»« Du secteur 8, professeur. C'est le point le plus reculé atteint par la dernière expédition. »« Quelles sont les conditions ?» demanda Aronson, au-dessus de la carte représentant la surface de Vénus. « Marécageuse, professeur, mais pas aussi chaude que dans les autres secteurs. » Le professeur Aronson se sentit soudain bien fatigué. Il ne comprenait pas comment une telle chose avait pu se produire. Quelqu'un du labo, l'un des milliers de techniciens, ou Peter Lewis lui-même, portait une terrible responsabilité. Si les conséquences de cet accident étaient aussi sérieuses qu'ils le soupçonnaient, ils allaient tous avoir du travail sur la planche pendant des jours et des nuits. Que donnent les analyses préliminaires, Lewis? Les microbes se comportent comme certains de nos bacilles et sembleraient vouloir pénétrer notre atmosphère, professeur. Quelles mesures avez-vous prises, Lewis? J'ai bloqué tous les accès, mais rien ne dit qu'aucun microbe ne soit échappé avant qu'on ait découvert la rupture, professeur. La pièce n'est pas fermée. N'importe lequel des assistants peut donc être porteur de ces microbes. Le professeur Aronson se pencha sur le contenu de ce tube qui pouvait signifier la destruction de plusieurs centaines de milliers de gens. Les microbes de cette solution avaient évolué pendant des millions d'années dans un milieu radicalement différent de celui de la Terre. C'était donc tout à fait plausible qu'il n'y ait pas d'anticorps sur Terre pour les combattre, ce qui laissait la possibilité d'une épidémie sans remède. Il faut résoudre ce problème au plus vite, Lewis. Dès maintenant, il faut mettre tout le bloc labo en quarantaine. Avez-vous fait quelques tests sur des animaux? Oui, j'ai inoculé une solution de cette culture microbienne à des souris, professeur. D'ici à environ 5 heures, je vérifierai les anticorps. Très bien, Lewis, très bien. Le temps nous est compté et je veux être prêt à prendre les mesures d'urgence. J'aurai besoin d'un volontaire. Vous appellerez le directeur de la prison et vous vous chargerez des arrangements. Gunn Reed était assis, immobile, sous l'un des grands ormes qui parsemaient la cour de la prison. Il était plongé dans ses pensées, mais ses yeux étaient constamment rivés sur un minuscule trait de lumière dans le ciel qu'il savait être le relais spatial. En effet, tous les 9 jours, le relais spatial balayait cette portion de ciel et, par temps clair, on pouvait l'apercevoir distinctement. Rockner, le directeur de la prison, examina un moment la silhouette sous l'arbre. Il était mal à l'aise d'avoir cette tâche à remplir. Dans le fond, il aimait bien Gunn Reed, ce prisonnier modèle. Gunn Reed se retourna. « Qu'y a-t-il, monsieur le directeur ?» « Le laboratoire a fait un appel, Gunn. Votre nom est en tête de la liste des volontaires. » À ces mots, Reed sauta sur ses pieds et battit des mains d'un geste enfantin. « Quand me veulent-ils, monsieur le directeur ?»« Tout de suite. Ils envoient une navette vous chercher dans 10 minutes. »« Alors allons-y. »« Attendez, Reed, attendez, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mon petit. »« Je sais, monsieur le directeur, je le sais. Allons-y, s'il vous plaît. » Le petit scooter aérien du laboratoire gouvernemental venait d'atterrir dans la cour de la prison. Reed courut vers lui, le sourire aux lèvres. Les souris étaient mortes. Le professeur Aronson fut le premier à le constater. Il fit appeler Peter Lewis et, d'emblée, se mit à les disséquer. Non seulement elles étaient mortes, mais tous les autres animaux du laboratoire aussi, ce qui prouvait bien que le mal qui avait tué les souris était bel et bien contagieux. Contagieux
et fatale. Ils étaient prêts. Le professeur Aronson, le docteur Lewis et Gunn Reed se trouvaient maintenant dans une petite pièce froide et sans fenêtre. Reed restait immobile, les yeux allant sans cesse d'un bout à l'autre de la pièce, comme si il voulait en effacer de façon indélébile toute trace dans son esprit. Son bras droit, celui qui devait recevoir la première injection, commença à se raidir et à se nouer. Les doigts de sa main droite entamèrent aussi une danse bizarre, et Reed ferma le poignet pour l'enrayer. Il s'avança et s'allongea sur la table métallique placée au centre de la pièce. « Vous êtes bien sûr de vouloir faire cela, monsieur Reed ?» demanda le professeur Aronson. Reed regarda au loin. Aronson soupira et leva une aiguille. « C'est simplement l'anesthésie, monsieur Reed. Ça va vous endormir sans diminuer aucun de vos processus organiques. » « Et pendant combien de temps ce truc-là va agir, professeur? » « Environ 36 heures, monsieur Reed. Vous serez nourri par intraveineuse. » « Tant que je vivrai, n'est-ce pas, professeur? »« Tant que vous vivrez, monsieur Reed. » Reed ferma son poing et tendit son bras. L'aiguille pénétra dans sa veine, suscitant une légère pression sous sa peau, pendant que le liquide entreprenait son tiède et obscur périple dans le cheminement de son sang jusqu'au cerveau. « Ça y est, il est endormi. Nous allons faire une série de 5 injections, Lewis. Leur force variera d'une solution à 1% pour la première injection jusqu'à 20% pour la dernière. Nous interviendrons toutes les 3 heures. Nous ferons des prises de sang et des analyses pendant les 3 premières injections. Après ça, nous commencerons à injecter d'énormes doses d'antibiotiques à grand spectre et, j'espère vivement, avoir quelques résultats d'ici 8 à 10 heures. Nous saurons alors si son corps crée une espèce de résistance et quelle direction il va prendre. » Pendant qu'il parlait, Aronson mélangeait 5 solutions distinctes à partir de la culture microbienne principale et les répartissait dans 5 seringues hypodermiques. Satisfait de la concentration de la première solution, il brandit l'aiguille et appuya sur la seringue pour écarter tout risque de bulle d'air. Reed ressentit une écœurante sensation de chute, tandis qu'il plongeait dans un tunnel vraisemblablement sans fin. Cela sembla durer longtemps, très longtemps, et tout à coup, brusquement, la chute s'arrêta. Il était allongé sur le dos, les bras placés de côté, au milieu d'une vaste mer de sable qui s'étendait aussi loin que le regard dans toutes les directions, sans autre horizon que des dunes, et des dunes de sable en vibration. Une lueur spasmodique rougeâtre planait sur les sables et lançait désespérément sa phosphorescence contre l'obscurité totale à quelques centimètres au-dessus de lui. Son cauchemar soudain prit une tournure différente et il lui fallut un bon moment pour identifier la source de ces nouvelles impressions. Terrifié, Gunn Reed enfouit son visage dans ses mains tandis que le moindre muscle de son corps se secouait de spasmes sous le coup d'une horreur insensée. Soudain, l'air comprimé à l'intérieur de ses poumons éclata dans sa poitrine, créant à l'intérieur de lui des remous insensés et des tourbillons de poussière et de vapeur rouge. Lentement, inexorablement, poussière et vapeur inversèrent leurs mouvements et furent aspirés par ses poumons. La bouche de Gunn Reed s'ouvrit dans un cri silencieux, tandis qu'une brume compacte et spongieuse s'enroula dans son corps sous forme de grandes traînées de soufre qui sortent d'une allumette tenue trop près du visage, telle une flamme dévorante venue de l'enfer. La plaine sur laquelle il était étendu maintenant éclata devant ses yeux affaiblis de douleur en un grand éclair rouge brûlant qui lentement se dissolvait en un cauchemar kaléidoscopique de vert cru et de pourpre. Puis le cauchemar prit fin. Seule resta la douce mer d'obscurité sans fond.
Il n'y a encore rien de défini dans les prélèvements de sang? Non, rien, professeur. Le professeur Aronson et Peter Lewis regardaient, debout, la silhouette nue et paisible de Reed. On avait fait la première injection ainsi que les prises de sang et les analyses. La concentration des microbes dans le sang avait augmenté comme prévu sans pour autant qu'on décèle encore le moindre signe de fabrication d'anticorps par l'organisme de Reed. Quelles sont ses chances de s'en tirer, professeur? Le vieux professeur ne répondit pas. Vous attendez qu'il meure, n'est-ce pas, professeur? Le silence d'Aronson fut pour Lewis une réponse. Tout désormais lui devenait très clair. Quand vous en aurez fini avec Reed, il sera disséqué, n'est-ce pas, professeur? C'est de cette façon que vous espérez trouver vos réponses. C'est le seul procédé infaillible, Lewis. Reed est l'unique sujet que nous ayons. Nous avons affaire à une maladie qui peut s'avérer fatale pour l'humanité tout entière. Le but de cette expérience est de faire évoluer la maladie aussi vite que possible pour déterminer exactement ses effets sur le tissu humain. C'est le seul moyen que nous ayons pour développer une sorte d'antitoxine. Pensez-vous commencer à administrer les antibiotiques avant la prochaine injection, professeur? Oui, Lewis. Oui. Répondit le professeur Aronson d'un ton qui indiquait qu'il ne croyait pas beaucoup à leur efficacité. Si Reed répond aux médicaments, surtout en face des fortes doses de la culture microbienne que nous lui avons administrées, je crois pouvoir affirmer qu'il y aura alors peut-être un moyen efficace de combattre cette mystérieuse maladie. Sur ces mots, le professeur regagna son laboratoire. Il se pencha sur son microscope et étudia les premiers frottis de sang prélevés dans les veines de Gunn Reed. La réponse devait bien être quelque part sur ses lames. Il fallait qu'elle soit quelque part sur ses lames. Sinon, Gunn Reed ne serait bientôt plus qu'un cadavre. Mort pour rien. Soudain, un point sur la lame retint son attention. C'était incroyable, songea-t-il, et pourtant, ça pouvait être ça. La ressemblance était frappante. Il fallait que ce soit ça. Le professeur quitta le laboratoire et retourna au chevet de Gunn Reed. Reed, les yeux toujours fermés, ruisselait de sueur. Sa peau avait pris une teinte verdâtre, sa poitrine râlait avec un chuchotement régulier chaque fois qu'elle montait et descendait. Gunn Reed était mourant. Le professeur se rapprocha et présenta une capsule pétrie exposée devant l'orifice béant de sa bouche. La culture amollie se jeta littéralement sur les particules invisibles dont elle se saisit dans le souffle de Reed. Après avoir exposé 3 capsules, le professeur les rassembla et se hâta de regagner son laboratoire. Il poussa de côté les lames avec les frottis de sang et leur substitua une lame couverte d'un frottis de la culture microbienne de Reed qu'il mit sous le microscope. Le professeur Aronson se tenait debout devant la grande baie vitrée de son bureau. Un composé de l'aspirine, dit Lewis en hochant la tête. Oui, un composé de l'aspirine, tout simplement, Lewis. Mais comment avez-vous été amené à penser que cette maladie était tout bonnement l'équivalent de notre rhume, professeur? Aronson hocha la tête. Je ne sais vraiment pas, Lewis. J'étais parvenu à un tel point d'épuisement que je ne pensais plus. Je ne faisais que réagir. Évidemment, les symptômes étaient les mêmes. Il y avait une certaine activité au niveau des globules blancs, mais la composition même du sang n'était pas perturbée et les antibiotiques n'avaient aucun effet, ce qui voulait dire 2 choses. Ou bien que la nature de ces microbes était aussi fatale que nous l'avions craint et que par conséquent, nous n'avions aucune défense contre elle, ou bien qu'ils mourraient d'eux-mêmes
si nous leur en laissions le temps, l'organisme créant ses propres défenses naturelles. Comme vous le savez, Lewis, le rhume est l'un des désordres de l'homme les plus courants qui revêt parfois des formes mortelles pour des souris ou même des chiens. Chez l'être humain, il suffit tout simplement de lui laisser le temps de sa combustion propre. Évidemment, la maladie suscitée par la culture microbienne en provenance de Vénus était plus qu'un rhume, le virus étant plus complexe. Il faudra effectuer d'ultérieures recherches pour dépister d'éventuelles complications et séquelles de cette maladie, mais pratiquement ce que nous avons découvert est suffisant pour démontrer la nature inoffensive de la maladie chez un être humain normal. Gunn Reed et le professeur Aronson étaient installés à l'une des tables du restaurant du laboratoire gouvernemental. Ainsi, Reed, vous avez gagné votre liberté. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas, professeur. La liberté réelle a besoin d'espace pour s'exercer et prendre ainsi son vrai sens. Mais tout a été pris. Vous n'avez qu'à voir, professeur. Autrefois, un homme pouvait aller en Orient et y trouver du neuf. Aujourd'hui, il n'y trouve que d'autres cités, d'autres routes, d'autres habitations et les mêmes cellules que celles qu'il a quittées. L'espace. L'espace est le seul endroit qui vaille la peine d'y aller. C'est le seul endroit laissé à l'homme pour s'éprouver. Il y a des milliers de prairies nouvelles, de montagnes nouvelles à découvrir, à escalader là-haut. C'était donc ça, Reed. Vous avez été volontaire parce que c'était votre seule façon de prendre part au programme spatial. Et vous avez risqué votre vie pour ça. Oui. Il n'y avait pas d'autre moyen pour moi, professeur. Mais tout est différent maintenant, mon garçon. Je peux vous trouver un emploi au laboratoire. En attendant, je ferai en sorte que vous assistiez au lancement de la mission Jupiter. Vous serez en bas avec l'équipe de lancement. Reed sortit lentement une cigarette de son paquet et l'alluma. Ce sera très bien, professeur. Ce sera très bien. Je vous en remercie. Le grand vaisseau spatial en partance pour Jupiter flotta momentanément au-dessus d'un lac de béton liquéfié et de terre, puis s'élança dans le ciel. À l'intérieur du vaisseau reposait une équipe d'astronautes attachés à leur couchette. Le professeur Aronson baissa les yeux et chercha Gunn Reed. Il ne comprenait pas pourquoi Reed n'était pas venu. Reed, où qu'il soit, ne reviendrait pas. Quelque chose le lui disait. Plusieurs mois plus tard, quand les astronautes émergèrent de leur long sommeil, ils remarquèrent une lumière rouge clignotante sur le tableau de contrôle, dénonçant un court-circuit quelque part dans le mécanisme des portes du local où étaient entreposés les scooters aériens. Dans la pièce, ils trouvèrent un homme de belle carrure aux cheveux blonds, presque blancs, écrasé dans un coin entre une paroi et un boîtier électrique. Le corps ne s'était pas décomposé dans l'atmosphère raréfiée. Il gisait là, les yeux grands ouverts, les os et les muscles déchirés et broyés par les forces terribles du décollage. Les astronautes diffusèrent la nouvelle sur Terre. Le capitaine prononça une brève prière, après quoi, soulevé à bout de bras par les hommes, la forme inanimée de Gunn Reed fut lancée dans le vide raréfié où elle devait se tordre, tournoyer et errer à jamais, enfin libre.